Salam alaikum, Azul, bonsoir. Je vais vous parler de quelque chose de tellement banal qu'elle n'attire même plus l'attention de qui que ce soit. Un phénomène qui est pourtant d'une extrême gravité, source de grands malheurs, voire de dévoiement du destin des peuples, de peuples entiers, mais qui est peut-être inconsciemment, ce phénomène, toujours mis de côté, voire même passé à la trappe. Melk Ben Nabi avait évoqué le concept de colonisabilité. On peut aussi parler de corruptibilité, de tas de choses dans ce genre. C'est-à-dire la disposition à se soumettre à un dictat quelconque, ou à un fléau quelconque, ou à une perversité quelconque. Une disposition presque naturelle, si elle n'a été forgée sciemment, délibérément. Un peu comme pour nous dire, lorsque Melk Ben Nabi a parlé de colonisabilité, que ce sont les postures collectives, mentales, de prédisposition à la victimisation, qui suscitent l'avènement du colon. C'est parce qu'il y a des populations qui sont disposées à se soumettre à la colonisation que le colon naît tout naturellement, j'allais dire. L'apparition de l'oppresseur. Et c'est une situation qui s'est toujours vérifiée dans l'histoire de l'humanité. Quand une multitude, quelle qu'elle soit, accepte de se soumettre au plus fort, celui-ci devient encore plus fort, du fait même de cette soumission, plus enclin à l'abus, à tous les abus, jusqu'à en arriver à imposer à la même multitude sa dictature et ses privilèges comme un droit. Un droit pour lui, bien sûr, un droit séigneurial et même un droit naturel. Et c'est ainsi que par sa seule inclinaison à la soumission, la multitude abdique son droit à sa souveraineté sur son propre destin. Elle la cède à son tyran, à son colon, à sa mafiocratie. Et c'est ainsi que le désormais maître des lieux, qu'il soit un despote, un colon ou une mafiocratie, on arrive à considérer que la légitimité qu'il s'est arrogée, qu'on lui a accordée, qu'on lui a acceptée, qu'elle soit de droit zama divin, ou zama civilisationnel, ou zama révolutionnaire, n'est transmissible, cette légitimité, qu'à sa progéniture ou à sa propre nation, dans le cas de la colonisation, ou à son clan, quand il s'agit d'une mafiocratie. Ou un autre membre du clan remplace celui qui doit partir. L'oppression en devient tellement banale, comme je le disais, tellement consensuelle, puisque tout le monde l'accepte, tellement acceptée qu'elle se légitimise, qu'elle se dote presque automatiquement de tout un système avec son armée, son administration, ses institutions, son apparat, ses protocoles, etc., etc. En fait, tout ça n'est que façade en trompe-l'œil, avec tout ce qu'il faut pour émouvoir, pour faire vibrer les patriotismes tonitruants et transformer les potentats en incarnation de la souveraineté nationale, au point où évoquer seulement leurs frasques peut vous valoir, en plus de la prison, voire de la liquidation physique, d'être désigné comme traître à la nation, mercenaire de forces étrangères et autres stigmatisations du genre. Mais
Le problème où je voulais venir n'est pas dans ces prises de pouvoir sur des multitudes et des nations qui ont accepté de se transformer en troupeaux bêlants. Non, ce n'est pas de ça que je voulais vraiment parler, puisque ces postures nous viennent de très loin, des premiers balbutiements de l'humanité. Ils ne peuvent donc pas être traités aussi sommairement, ni depuis des angles aussi étriqués. Le problème dont je voulais vous entretenir est autre. Ce n'est pas tant celui de la soumission générale que celui des relais naturels de ces pouvoirs qui se sont imposés à des peuples entiers, à des peuples soumis, à des peuples qui se sont soumis. Ces pouvoirs qui sont imposés par la force, la tromperie, le mensonge et la corruption de masse. Des relais dont le rôle est vraiment, mais alors vraiment, décisif dans la pérennité de ces régimes despotiques. Sans eux, sans ces relais, ces régimes ne peuvent pas tenir. Oui. Ce sont ces relais qui sont le vrai problème. Et il est utile, je crois, de préciser qu'ils ne sont pas homogènes, tous coulés sur le même moule, même s'ils agissent tous contre toute aspiration à la libération et au recouvrement de la souveraineté populaire sur le destin national, sur le destin de la collectivité. Il y a d'abord, et surtout, les alliés opportunistes, ceux qui trouvent leur compte avec le despote, et eux-mêmes se subdivisent en plusieurs catégories, depuis ceux qui ont droit à une part sur la bête, jusqu'à ceux en bas, sous la table, qui se nourrissent des miettes tombées de cette table, de la table du maître. Ensuite, il y a tous ceux qui peuplent toutes les institutions de façade, toutes les épiceries politiques, les fonctions les plus juteuses des grands commis de l'État, ces incarnations de leurs seigneurs et maîtres, et qui s'en font les incarnations mêmes, qui relaient leurs discours et qui se font les vigiles du discours ambiant. Il y a aussi, et surtout, les relais espions et répressifs, chargés de fliquer les populations, de repérer toute contestation qui couve, de la prévenir et de la briser éventuellement lorsqu'elle se manifeste. Les chefs de l'armée seront l'objet d'une toute autre lecture, puisque généralement, comme c'est le cas de l'Algérie, ce sont eux qui accaparent la totalité du vrai pouvoir, puisqu'ils disposent de la force brutale qu'ils réussissent bien souvent à transformer en force au service de leur propre mainmise sur le pays. Eux ne sont pas des relais, eux sont le noyau, le cœur battant du pouvoir. Mais la catégorie la plus pernicieuse, la plus décisive, la plus mortelle, et qui empêche réellement les peuples qui se soulèvent de pouvoir s'unir dans un même élan, sont ces relais du régime qui nichent au cœur du peuple, qui en sont ces gardes chiourmes, les remparts du régime, ces Baltagia et les agents de la propagande qui trompent la multitude. Ces relais aussi sont pluriels. À leur tête, la plus agissante, celle qui entre jusque dans les esprits, dans les foyers, dans les convictions et même dans les consciences, et la presse, qu'elle soit écrite, audiovisuelle ou télévisée. Ce relais de pure propagande est réellement décisif. Et ce n'est pas pour rien qu'elle est qualifiée de quatrième pouvoir dans un pays où il n'y a ni deuxième ni troisième pouvoir, mais juste un seul pouvoir et ses accessoires. Puis, il y a aussi d'autres satellites, comme ceux du syndicat dit officiel,
les autres organisations de masse, les confréries religieuses, les chefs de tribus du pays profond, du patronat qui est quasiment constitué des clientèles du pouvoir, et de façon très dispersée, de toutes ces gens qui font leur beurre avec leur maître. Et enfin, le dernier relais, le plus haïssable, est celui des Baltagia, des mercenaires au rabais du régime, qu'ils soient rémunérés ou juste stupides au point de penser qu'ils défendent la nation contre l'OTAN, le sionisme, l'ex-puissance coloniale et autres boucs émissaires du genre. Ces mercenaires, ces Baltagia, dont nombreux se sont transformés en cyber-Baltagia et qui infestent les réseaux sociaux, sont comme un poison qu'on jette dans une citerne d'eau potable. Ils réussissent à tromper une grande partie des citoyens qui, en toute innocence et en toute naïveté, se font convaincre que ce n'est pas un régime despotique, prédateur qui est contesté, mais la patrie elle-même qui est attaquée par les ennemis que je viens de citer et leurs mercenaires. Ces Baltagia, désignés désormais par le terme doubeb ou mouche électronique, sont très bien organisés. Nombreux parmi eux relèvent directement d'un véritable commandement. D'ailleurs, leur chef suprême vient d'être victime de la guerre des clans qui fait rage au sein de l'état-major. Il a été arrêté aujourd'hui même et jeté en prison. Le fameux général Abdelkader Leshkhem, avec lequel collaborait très activement Houda Ferhoun, ministre de la Télécommunication, et qui avait réussi à réduire la connectivité d'Internet pour faire de l'Algérie le pays parmi les moins connectés du monde. Mais il avait aussi, ce général qui commandait au Baltagia et au cyber-Baltagia, des budgets faramineux qui lui permettaient de gérer des sociétés entières de trolls depuis des pays étrangers parfois très éloignés et aussi des équipes algériennes composées de militaires, de policiers de la DGSN et de hackers en toutes sortes et de youtubeurs et de facebookers qui se comptent par milliers et qui infestent les réseaux sociaux et qui tentent donc de parasiter ce message que portent des millions d'Algériens pour se libérer du despote. La question qui se pose et dont je ne connais pas la réponse est pourquoi certains pays sont si perméables à ce genre de pratiques pourtant grossières et d'autres pays non. Pourquoi certains pays sont-ils perméables à ce genre de pratiques de manipulation, de propagande, de mensonges, de tromperies pour briser l'élan de tout un peuple? Et pourquoi d'autres pays ne sont pas perméables à ce même genre de pratiques? Pourquoi dans certains pays, les peuples ne peuvent pas être ainsi trompés par de telles tactiques aussi grossières, aussi primaires, aussi sommaires, et d'autres pas? C'est une question que je pose.
Algérie, la purge continue. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, nous allons recevoir par Skype ou par téléphone Esma Meshakra, auteur et chercheur universitaire, Nordin Aoussat, écrivain et conférencier, Rachid Malawi, président de la SNAPAP, Mourad Dhina, du mouvement Rachad. Et nous allons commencer par Esma Meshakra. Esma Meshakra, merci d'être avec nous. Je vous en prie. Alors, vous vivez en Suisse, si je ne m'abuse. C'est correct. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce qui est en train de se passer au cœur du pouvoir, au sein de la junte, qui jusque-là, à part quelques petites évacuations dont on nous disait que c'était juste des petites mises à la retraite ou des remplacements somme toute naturels, voilà que maintenant, et ça fait pas mal de temps déjà, depuis Gaïd Salah, on a vu le général de corps d'armée, le très puissant Toufiq, être jeté en prison, mais pas seulement, Jabbar Menna, Tartag, et d'autres, plusieurs des chefs de région, d'autres qui ont dû prendre la fuite, d'autres par centaines qui ont été mis à la retraite. Mais là, il semble que ça s'accélère, qu'il y a une véritable guerre des clans. Est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe, Esma Meshakra? Il est évident qu'au sommet du pouvoir, il y ait un différend. Donc ils ont remplacé les têtes du renseignement intérieur, de l'extérieur, et maintenant il y a des informations par rapport à d'autres têtes qui sont en train de tomber actuellement. Ceci traduit des tensions internes. Par contre, comme l'écrasante majorité des Algériens, je ne suis pas dans leur secret. Ceci les regarde. Oui, c'est vrai que c'est très, très plombé. Personne ne sait vraiment ce qui se passe. Rassurez-vous, vous n'êtes pas la seule. Mais bon, il y a des fuites parfois organisées. Oui. Je vais terminer mon propos. Moi, ce qui m'intéresse en tant que citoyenne algérienne, ce sont les questions qui transcendent leur conflit. Ce qui m'intéresse, c'est que l'armée devienne un appareil appartenant au ministère de l'Intérieur et donc soumise au pouvoir exécutif. En fait, c'est au cœur des revendications du Hirak, de la Madaniya, Machi Askaria. Quel est le problème de fond par rapport à cette question? En fait, pour moi, c'est un problème de paradigme. Il existe une caste militaire qui croit qu'elle a le droit de dominer la vie sociale dans toutes ses composantes, qu'elle doit dominer la sphère politique, qu'elle doit dominer la sphère économique. Et en fait, c'est la constante avec laquelle les majorités sociales algériennes ont voulu rompre à travers le Hirak. Oui, mais depuis le Hirak, justement, depuis que le Hirak a pris l'ampleur qu'on lui connaît, au début, ils étaient tous unis les uns avec les autres contre le Hirak. Puis, ils ont décidé, du temps de Gaïd Salah, hein, ils ont décidé de commencer à jeter certains en pâture à la foule que nous sommes pour nous faire oublier, mais pas seulement, pour régler leur compte aussi. On se rappelle de l'affaire Toufiq avec d'autres.
parce qu'ils ont parlé de remplacer Gaïd Saleh. Gaïd Saleh les avait accusés de complot contre l'État, comme si l'État c'était lui. Et ça avait commencé à ce moment-là, mais ça ne s'est plus arrêté. Mais le problème est que maintenant, ça prend des allures vraiment inquiétantes. C'est vraiment une guerre des clans, comme l'a titré, comme l'a plutôt souligné une journaliste de l'Ouatan qui est très au fait de ce qui se passe au sein du régime. Est-ce que vous croyez vous-même que c'est une question de guerre des clans au sein de la junte? Oui, j'ai évoqué des tensions internes, on peut la nommer comme on veut, c'est peut-être une guerre des clans. En tout cas, moi, je pense que c'est leur philosophie qui doit être aussi remise en question. Donc, nous, on veut changer vraiment, on veut des changements systémiques, on veut changer leur paradigme. Et moi, en tant que citoyenne algérienne, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Maintenant, leur guerre fratricide, voilà, c'est. Et vous On pensez verra où ça va que... nous mener. Oui, allez-y, poursuivez, je vous en prie. Oui, oui, donc on verra bien où on va arriver. On a l'exemple égyptien. Oui. Voilà, ils ont aussi commencé avec des jugements, mais en l'absence d'une vraie indépendance des systèmes judiciaires, du pouvoir judiciaire, je n'ai pas beaucoup d'illusions à me faire. On verra, le temps nous le dira. Et alors, une purge de ce type et de cette ampleur, généralement, très logiquement, ça ne devrait converger que vers une complication de la situation qui pourrait être très inquiétante, ou alors peut-être, on ne sait pas, peut-être qu'ils vont revenir à la raison et décider que la meilleure solution, c'est de répondre au credo du Hirak, Madaniya Mashi Askaria, peut-être qu'il pourrait aller vers des négociations pour aller vers une transition. Vous ne pensez pas que ce soit possible? C'est une vision optimiste. Peut-être que je suis un petit peu plus pessimiste. Je ne crois pas qu'en fait ils détiennent le pouvoir. C'est une question de pouvoir, c'est une question de privilège. Si on change de pouvoir là tout de suite, ils devront rendre des comptes et je ne pense pas qu'ils sont en position de vouloir céder. Je n'y crois pas. Et ces purges qui concernent de grosses, très grosses pointures de l'état-major et du haut commandement, qui, pour la plupart, ces grosses pointures, ont des relations et d'autres avec des puissances étrangères j'allais dire, qui sont dans le tableau de bord, hein, c'est un secret pour personne. Vous pensez qu'ils vont pouvoir convaincre leurs partenaires étrangers qui les protègent, hein, qui protègent ces gens-là, que ce n'est rien du tout, que ce n'est que du grand ménage? En tout cas, leurs partenaires étrangers les soutiennent pour une raison ou des raisons précises. Et en général, c'est des raisons économiques. Et pour leurs partenaires, ça les arrange qu'ils restent. Donc, je pense qu'ils vont les soutenir. Après, voilà. Merci, merci Sma Chakra, au plaisir de vous retrouver dans une autre émission. Merci en tout cas. Avec nous, Mourad Dhena du mouvement Rachad. Mourad, merci d'être avec nous. مرحبا بك Excellent. السلام عليكم. Alaykoum salam. Mourad Dhena, alors, qu'est-ce qui se passe dans la combuse, comme on dit? Je pense que on assiste à un tournant important. Enfin, ça fait déjà un moment que ça se passe, plus d'une année au moins. Tout ceci, pour moi, converge vers la concrétisation de la demande populaire que l'on veut un État civil, pas militaire. Alors, je m'explique, qu'on ne comprenne pas dans le mauvais sens. Je ne dis pas que ce que fait Tebboune ou les militaires est une bonne chose et que ça va dans ce sens. Non. Juste que ce que l'on observe, cette cacophonie, cette guerre interne larvée qui n'en finit pas, tous ces militaires qui, en fait, quelque part, eux, payent le prix. Alors qu'ils le payent de façon équitable ou qu'ils soient juste aussi, eux, les dindons de la farce, ça c'est une autre histoire. Je ne sais pas qui a fait quoi et pourquoi. Seulement, ce qui est sûr, ce que l'on observe, c'est que le régime militaire, la façon de gouverner d'une façon militariste, mène l'Algérie au chaos.
et que même les militaires eux-mêmes payent le prix fort, chacun d'une certaine façon. Alors, l'armée qui s'est ingérée dans la politique, qu'elle soit conduite par Nazar, Ammari, Toufiq, Gaït Saleh, Shengriha, Bouazza et j'en passe, mène l'Algérie au chaos. Donc, tant qu'on n'a pas l'état civil que réclame le Hirak et le peuple algérien depuis maintenant au moins une année et demie d'une façon explicite, nous ne sortirons pas de ce cafouillage, de ce régime en fait qui a une apparence ou même une réalité mafieuse. C'est-à-dire que l'on a des clans qui se partagent des privilèges indus, qui s'immiscent dans les affaires des autres, qui s'accaparent le pouvoir du peuple et qui, à un moment donné, règlent leurs comptes entre eux d'une manière tout à fait mafieuse. C'est tout. C'est-à-dire qu'on regarde à un moment donné, les parrains regardent l'un d'entre eux et disent « Ah, maintenant, celui-là, il faut qu'il tombe. » On le met en prison. Et c'est ainsi que le héros d'il y a quelques mois devient un traître, comme ça. Et on ne sait toujours pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, si c'est vrai ou pas, et le problème ne se pose pas à ce niveau d'ailleurs, parce que la justice, le mot justice en Algérie en tant qu'institution ne veut plus rien dire. On n'a pas un pouvoir judiciaire, on a une machine de justice qui est entre les mains du plus fort du moment et qui peut se retourner contre lui dans les semaines et les mois qui viennent. On a bien vu ce qui est arrivé à Bouazza Ouassini. Je suis loin, bien sûr, de le défendre. Lui, pour moi, c'est un dictateur, un apprenti dictateur qui va payer lui aussi, comme a été le cas pour Nazar, Toufir, Tartag et tout cela. Donc, le message que moi je voudrais envoyer, surtout aux militaires, les premiers qui devraient demander et insister pour que l'on ait l'état civil et non militaire, ce sont les généraux, les officiers, les soldats intègres qui aiment leur pays, qui vouent à leur pays dévotion et amour et qui en ont assez de ce pouvoir rocambolesque qui ne fait en fait qu'envoyer l'Algérie jour après jour vers les abîmes, vers le chaos. Alors, Mourad Dine, avant de vous poser deux questions, je rappelle que Ouassini Bouazza, hein, qui avait la haute main sur la répression des hirakistes, mais non seulement, aussi des militaires qui concoctaient les grands dossiers pour faire chanter des officiers ou les pousser à la retraite. M. Ouassini Bouazza, qui avait fait torturer Karim Tabou à Ben Aknoun, lui-même, on nous rapporte qu'il a été torturé à Ben Aknoun. Nous ne sommes pas pour la torture, bien au contraire, quelle que soit la personne torturée, mais c'était juste pour informer les gens que celui qui avait ordonné de torturer un citoyen a été lui-même torturé par ses propres acolytes ou ses propres agents. Sinon, vous avez dit tout à l'heure ce que fait Tebboune et les autres généraux en matière de purge. Vous pensez que Tebboune a un quelconque petit rôle à jouer dans ce qui se passe? Bien sûr, il a un rôle. Bien sûr, il a un rôle. Il a été intégré, il a été mis à un poste par des militaires. Et il a été mis justement pour appliquer les directives, la feuille de route que les militaires voulaient mettre en place. Vous savez, ils ont toujours besoin d'un formalisme, d'une certaine façon de faire. Il leur faut une vitrine. Mais il n'en reste pas. Voilà, vous avez dit le mot, une vitrine, une façade. Absolument. Ce n'est pas Absolument. Un décideur, il ne décide de rien. Non, je ne dis pas qu'il est décideur, il est acteur, il a un rôle à jouer, on l'envoie de temps en temps faire des choses, il doit signer des choses, c'est lui qui doit signer des décrets, c'est lui qui doit réunir un semblant de conseil de ministres, etc. C'est en son nom qu'on prend les décisions, comme l'a fait Shengriha, Besm Raïs al-Jamhouria, j'installe le... Mais l'autre question que je voulais poser au sujet de cette nature mafieuse de la junte que vous venez d'évoquer, bon, tout le monde sait, ce n'est un secret pour personne, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, ni au sein même de l'armée, à tous les grades, que la plupart des généraux, pas tous, il ne faut pas attenter à l'honneur des gens les plus intègres, que la plupart des décideurs militaires sont très corrompus, qu'ils ont de véritables camarillas autour d'eux qui se sucrent aussi,
Et donc tout le monde sait qu'ils sont indélicats, qu'ils procèdent à des enrichissements illicites. Pourquoi sont-ils accusés aujourd'hui, non seulement de haute trahison, de complot contre l'État, eux qui avaient des postes sécuritaires les plus hauts du système, mais aussi d'enrichissement illicite. Ce message, il est destiné à qui? Dont tout le monde sait qu'ils pratiquaient l'enrichissement illicite tous ensemble. Quel est ce chef d'inculpation? Pourquoi est-il utilisé à chaque fois, à chaque incarcération? C'est destiné à qui? Ils veulent convaincre qui? C'est un système de pré-banque. Nous avons utilisé la parabole de la mafia. Ça me fait mal au cœur de dire, parce qu'on parle de notre pays, nous aurions espéré, nous aurions rêvé avoir des institutions, une justice, une présidence, une armée forte, mais tel n'est pas le cas. Quand je dis mafia, c'est vraiment le cas, c'est-à-dire que, et c'est exactement ce que j'avais dit tout à l'heure, le héros d'aujourd'hui ou d'hier, il ne faut pas oublier ce qu'on disait déjà. Ce qu'on disait de Nazar à une certaine époque, on disait c'était le sauveur de la République. Ce qu'on disait de Toufik, c'était un don du ciel pour l'Algérie. Et qui osait critiquer Toufik, critiquer l'Algérie? Idem pour Gaïd Saleh, idem pour Tartak, idem. Et c'est là le problème. L'enrichissement, je pense que c'est un corollaire. Ce n'est pas le fond du problème. L'école des généraux, ce qu'elle produit, ce sont des gens qui se croient au-dessus de la loi, au-dessus du peuple, au-dessus de l'Algérie. C'est-à-dire, l'Algérie, c'est eux. L'Algérie, ça leur appartient. Et ils ne peuvent concevoir, c'est pour ça ce qui explique leur attitude envers le Hirak, que le peuple soit, in fine, le détenteur de la légitimité. Ça, ils ne peuvent pas l'accepter. Pour eux, il y a une sauce interne qui se fait entre eux, il y a un copinage, il y a un régime quasi-mafieux, c'est-à-dire on promeut à un moment donné ceux qui ont été fidèles à la famille, ceux qui ont le plus aidé un tel ou un tel, mais ça s'arrête là. Si vous voulez, les critères d'avancement et les critères qui font qu'un général X devient à un moment donné le décideur ou celui qui a enlevé Y pour reprendre sa place. Et le problème qu'ils ont, c'est vraiment un problème, et je le répète, le Hirak a tapé en plein dans le mille quand il disait que nous voulons un État civil, pas militaire. Et ça, dans l'esprit de ces généraux, j'allais dire sorciers, parce qu'en fait, on ne peut pas voir les choses autrement. Ce sont des gens qui, à un moment donné, se croient tellement forts. Vous savez que quand vous ordonnez de dire « mettez un tel en prison, arrêtez ce bateau », expulsez ces journalistes, mettez tabou, je ne sais quoi, arrêtez le Belhaj, faites ceci, faites cela, et que tout le monde s'exécute, à un moment donné, on dit je suis l'Algérie. Et ce qui se passe, c'est qu'ils se rencontrent de leur malheur, de leur méfait, une fois qu'ils se retrouvent devant une caméra YouTube, s'ils en ont la chance, comme Khaled Nazar, qui vient nous parler tout petit, qu'il y a un complot contre l'armée. Et vous voyez, ils sont mesquins à la fin. Ils sont petits parce qu'ils ont été jetés par leurs compères comme de vilains trafiquants, comme de vilains... Vous voyez les accusations que vous citez. Oui. On les accuse de vol, de recel, de choses indues. Et sans qu'on sache d'ailleurs si c'est vrai ou pas. Et ce n'est même pas ça le problème. Alors, une dernière question pour vous, Mourad Dehna. Je sais que vous n'êtes pas dans le secret des dieux, comme personne parmi nous d'ailleurs, mais comment expliquez-vous que ce soit particulièrement les plus proches de Gaïd Saleh qui sont attaqués, emprisonnés, incarcérés les uns les autres, inculpés, mais pas tous. Certains parmi ces proches donc, qui sont inquiétés et d'autres pas. Comment expliquez-vous ce retournement contre ce clan qui était tout puissant, qui décidait de tout? Écoutez, on se l'explique par un rapport de force. Voilà. C'est-à-dire, Gaïd Saleh, dans une certaine période, il ne faut pas oublier, avait pratiquement le pouvoir absolu. Il était
surtout quand il a réussi à mettre en prison Toufir, Tartag et ces gens-là, vraiment les services, là, personne n'osait le contester. Alors, une fois Gaïd Saleh parti, décédé, la donne a changé. Parce que ce soit Bouazza Wassini ou d'autres dans ce giron-là, ce ne sont pas des gens qui ont eu le temps. Parce qu'il faut que la mayonnaise monte. Il faut que le généraux, le chef du moment, prenne place, prenne possession de tous les rouages, qu'il ait eu le temps de taper celui-là, de mater un tel, de mettre tous les gens qui lui sont fidèles à des postes clés. Et bien sûr, ni Bouazza Wassini n'avait l'envergure de Gaïd Salah, ni d'autres d'ailleurs. Et c'est maintenant que les pairs, donc les PAIR, ceux qui sont au même niveau que Wassini et d'autres, et ils sont maintenant presque tous au même niveau, à un moment donné, c'est à qui prend l'initiative de taper l'autre. C'est ça le jeu entre eux. Et là, il a joué, il a perdu. Et il y en aura d'autres qui vont perdre. Seulement, nous, en tant qu'Algériens, est-ce qu'on va continuer à assister à cette façon mafieuse de gérer l'Algérie? Nous voulons un État civil où on a des députés légitimes, on a un président légitime, des députés avec une commission, par exemple, de défense nationale qui a la main haute sur les décisions importantes au sein de l'armée, qui peuvent convoquer le chef d'état-major, le service de renseignement et dire, écoutez, qu'est-ce qui se passe dans ces budgets, qu'est-ce que c'est que ces histoires de sous qui vont à gauche, à droite, quelles sont ces prérogatives que vous avez données à un tel et refusées à un autre. Mais c'est pour ça que l'état civil est vraiment une absolue nécessité. Ce n'est pas un choix pour l'Algérie. Soit on y va de suite avec tout ce que ça nécessite comme changement et comme fondement institutionnel et constitutionnel, soit nous irons vers le régime mafieux et le chaos pour ce but. Par état civil, vous voulez bien sûr dire une démocratie, une république où les institutions sont élues et où l'armée n'a qu'un rôle d'institution sous les ordres du président de la République. Le militaire rend compte au pouvoir civil élu par le peuple. Voilà. Alors, une dernière question pour la route. Voilà. Une dernière question pour la route, comme on dit, Morad Dehena. Qu'est-ce qui fait que malgré ce formidable Hirak, malgré le fait que la junte ne peut pas donner la troupe, elle ne peut pas utiliser l'armée dont elle n'est pas sûre, parce qu'elle sait que la plupart des hommes de troupes sont du côté du peuple et non pas du côté, que si jamais elle donne la troupe, ils pourraient se retourner contre elle. Qu'est-ce qui fait que malgré la crise économique, malgré le corona, malgré un climat absolument défavorable à la junte, qu'est-ce qui fait qu'elle soit arrivée à se maintenir à la tête du pouvoir, à faire passer un président fantoche alors qu'il n'a pas été élu très visiblement, à l'évidence? D'après vous, qu'est-ce qui a fait que cette armée ait pu garder le pouvoir dans de telles conditions? Écoutez, l'armée, elle détient le pouvoir réel. Maintenant, ce que je veux vous dire aussi, c'est que le Hirak a introduit de nouvelles donnes. Il est incontournable. C'est sûr, certains disent, mais il n'arrive pas. Il faut regarder les choses dans le temps, l'évolution dans le temps. Le Hirak, il a 1 an et demi, même pas. Il va prendre de l'ampleur. Il va nécessairement faire émerger de nouvelles figures, de nouveaux leaders politiques. Et je fais surtout confiance à la génération des jeunes qui, voyant ce qui se passe là comme ça, parce que maintenant, le Hirak, le peuple en général, je parle du peuple qui veut un changement réel, radical, au sens positif. Donc, pour le bien et le salut de l'Algérie, il a été très sage, il a été très modéré dans son approche. Et je suis sûr que viendra l'étape, peut-être une question de semaines, de mois, une année ou deux, où ce Hirak va se structurer. Il va avoir une force organisationnelle qui, effectivement, lui fait défaut maintenant. Mais ne le sous-estimons pas, il est la solution. Il est l'alternative parce que le régime militariste est un régime fini. Il a perdu. Il a perdu. Quand on voit des généraux qui se pavanaient il y a quelques semaines ou quelques mois ou une année et demie en arrière et on les dépeint aujourd'hui comme de vulgaires criminels, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le fond de cette façon de gouverner et l'alternative viendra du Hirak.
J'en suis convaincu. Alors, ça sera une classe politique, j'insiste dessus, qui va être nouvelle. Il y a une nouvelle génération qui va venir, qui va prendre ses responsabilités, qui sera aussi consciente des enjeux et aussi du programme politique qui, dans son essence, sera la construction d'un État légitime, démocratique, un État civil et pas militaire, souverain, patriote et qui œuvrera pour le bien de l'Algérie parce que cette génération de Tebboune, ces structures, ce RND, ce corollaire, ces satellites des généraux, on en a tous assez. Fini, il faut qu'ils partent. Et merci. C'était ça le premier message de Hirak et il y arrivera. Mourad Dena, merci. Au plaisir de vous retrouver dans une autre émission. Merci. Rachid Maalaoui, président du SNAPAP, merci d'être avec nous. Alors Rachid, وش راك؟ Ça va. لا رشيد كي راك؟ رانا غاية. ماشي غاية. Donc les deux. غاية وماشي غاية. غاية خويا غاية. Alors, qu'est-ce que j'allais dire, Rachid? D'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, le général Lechrem a donc été arrêté. Il est connu, le général Lechrem, comme étant le sommet de la pyramide de la grosse machine des Baltagia, des trolls depuis l'étranger, les hackers, les Baltagia qu'il paye pour aller s'attaquer aux manifestants. C'était lui le cœur de la subversion pour essayer d'empêcher le Hirak, de le casser. Et donc il a été arrêté. Comment expliquez-vous, Rachid Maalaoui, cette omniprésence de ces Baltagia qui arrivent à parasiter ainsi, à contrecarrer le Hirak et qui restent là sur les réseaux sociaux, au niveau de la rue? Comment expliquez-vous tout cela? Avant c'est pas la question d'une personne qui a pu, bon, on peut dire qu'il a plus de capacité pour essayer de perturber le Hirak avec le Baltagia et tout ça, mais c'est pas une décision personnelle, c'est une décision d'une institution qui gouverne, l'institution militaire qui voulait saboter le Hirak, arrêter le Hirak. Ça les arrange pas le Hirak, ils doivent s'arrêter. Donc ils ont fait tous les moyens connus par tous les systèmes dictateurs dans le monde. C'est pas nouveau pour tout mouvement révolutionnaire. Donc, c'est-à-dire, ils font leur travail hors la loi, mais leur travail hors la loi pour garder les prérogatives et le pouvoir sur l'Algérie. Donc la question, c'est pas une question de personnes. Si on parle avant, il y avait Toufik qui a vu beaucoup de choses, et pour garder le pouvoir, et continuer dans le même, c'est-à-dire la corruption et la gestion mafieuse du pays. La même chose après, même les gens qui étaient contre tout fait, contre Bouteflika, après ils ont été en prison par les gens qui ont, soi-disant les militaires qui ont bougé contre le clan Bouteflika. Après il y avait un autre clan qui a mis les autres, même les gens qui contre Bouteflika et des Bouteflika en prison, et maintenant il y a une nouvelle. Un mouvement qui se base au niveau d'institutions décideurs qui est l'armée, un mouvement, une nouvelle c'est-à-dire construction de leur système de décision, nouvelle, mais c'est des gens, des anciens qui reviennent à gouverner, qui ont été écartés en 2014 ou avant. La question qui est posée Rachid, je me permets de vous interrompre pour vous laisser entre les mains de la régie parce que votre écran n'est pas réglé. Oui. Là, c'est mieux. Là, je vous laisse poursuivre. Allez-y. Donc, c'est-à-dire la question maintenant, vous savez, il y a un problème aussi au niveau de l'autorité de l'État. Avant, on avait toujours à la tête de l'État un révolutionnaire. Maintenant, on n'a plus à la tête de l'État un révolutionnaire. C'est ça le problème. Donc maintenant, c'est une nouvelle génération, après, qui n'est pas révolutionnaire, qui essaie de prendre le pouvoir et gérer. Et c'est pour ça que la guerre des clans, elle est éclatée. Il n'y a plus de consensus. Donc chaque clan... Mais avant d'arriver à cette histoire de clan, Rachid, parce que moi, je vous ai posé la question à vous, parce que vous êtes syndicaliste, vous êtes dans un syndicat très actif, qui est très imprégné de la société, mais je voudrais comprendre une chose.
comment ces Baltagia, ces youtubeurs, ces facebookers qui travaillent pour le compte du régime, dont tout le monde sait que c'est un régime prédateur, c'est un régime voleur, Oui. c'est un régime qui sert de la Oui. justice pour mettre des gens en prison. Pourtant, eux, Oui. ils parviennent à faire passer leur message comme quoi هذا الحراك il est entre les mains d'agendas étrangers, sous les ordres du sionisme, sous les ordres de l'ex-puissance coloniale. Comment ils parviennent à convaincre autant de gens que le Hirak qui tente de les libérer est un mouvement mercenaire? Comment ils font? Je pense pas qu'ils ont convaincu la majorité des gens. Pas la majorité, mais pas mal de gens. Oui. Ils ont fait peur. Ils ont fait peur. Oui, oui, oui. Ah, c'est la question de faire peur. C'est vrai. La question qui a un peu impliqué dernièrement, il n'y a même pas 2 jours, ils ont arrêté à Oran le vieux qui a critiqué Bouteboune, qui a dit... Rachid, attention à l'écran. Oui. Voilà, bon, c'est mieux. J'ai dit, il y a... parce que je parle avec le téléphone, ça bouge mes mains. Oui, oui. Bon, c'est pas grave. Donc, j'ai dit qu'il n'y a même pas 2 jours, ils ont arrêté un vieux qui a parlé, qui a voté pour Tebboune. Il a dit, j'ai voté, voilà la misère, tu nous ramènes la misère, on meurt de faim. Il critique Tebboune, il montre sa main en bleu qui a voté. Il vient d'être arrêté, condamné à 2 ans ferme. Donc voilà. C'est-à-dire que la question pour nous, la Baltagia de Facebook n'a rien fait. Ils ont passé à l'action. L'action d'arrêter pendant le confinement plus de convoqués et d'arrêter plus de 213 qui étaient convoqués, plus de 21 sont en mandat de dépôt. Maintenant, mandat de dépôt pour faire cette période de confinement, c'est-à-dire c'est ça qui fait un peu que les gens ils avaient peur mais pour moi les Baltagia ils n'ont pu rien faire par rapport oui quand même Rachid Mahlaoui quand ils disent par exemple attention si vous continuez à sortir le Hirak ça va être l'intervention de l'OTAN comme en Libye attention c'est le sionisme qui est en train de financer les drapeaux à Mazir il y a des gens qui y croient et qui... Elle est minorité. Ça n'influe pas sur le Hirak s'il n'y avait pas ce virus, ce qu'on a là. Ça n'aura pas influé sur le Hirak et le Hirak pouvait monter, c'est-à-dire le nombre pouvait être augmenté avec la période s'il n'y avait pas le corona. Donc, ce que je vous dis, c'est vrai, ils ont fait comme les mouvements sociaux, comme les militants, comme heureusement, il y avait aussi votre télévision qui faisait le contre-pouvoir. Il y a 10 télévisions, les 5 télévisions algériennes, plus les journaux qui soutiennent le pouvoir. Là, ils font aussi de la campagne de ça, contre attention, l'intervention, attention, la Libye, attention. Ça, elle est utilisée, mais c'est-à-dire la majorité des hiératistes et la majorité du peuple, il a compris que c'est une manipulation. Parce que quand ils voient que, par exemple, on n'est pas contre, nous, en tant que militants, on comprend, mais le peuple, quand il voit que tout le monde donne 500 millions à ça, 200 millions, et on a un problème de santé, problème de matériel, problème de vie, problème de... C'est-à-dire, eux aussi, ils pensent comment ils disent à l'international, et lui, il va en train de donner de l'argent que nous, on a besoin. Donc, même le peuple dit ça, et elle contre la propagande. Donc, voilà. Mais, c'est-à-dire, c'est ta question, je réponds à ça. Mais moi, j'ai plus à donner d'autres choses qui se passent maintenant en Algérie en tant que syndicat de construction. On a fait un communiqué il y a 20 jours au Cairo sur la situation. Parce que si la propagande de ce qui se passe dans la... C'est-à-dire, je ne sais pas, c'est-à-dire, il faut beaucoup parler de ce qui se passe maintenant dans le secteur santé, en secteur social en général, et c'est la catastrophe depuis des années, une vingtaine ou 25 années qu'ils ont fait pour vraiment casser le système de santé et casser le système de service public. Ils l'ont pas bradé et en même temps installer, par exemple, quand on fait un changement militaire contre les services de sécurité pour placer d'autres. Mais la catastrophe aussi, il y a dans les secteurs, dans les fonctionnaires, dans la fonction publique. Tous les secteurs, je dis bien, tous les secteurs et tous les directeurs de la santé,
de la santé, les DDS, c'est-à-dire de la direction de wilaya, et les DG de l'hôpital, ils doivent passer en justice et récupérer leur argent. C'est les détournements absolus, c'est-à-dire que c'est des voleurs à 100% jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Maintenant, avant, c'est-à-dire pour qu'on pense qu'il y a un changement, il faut commencer par ça. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils ont vraiment fait pour la santé, détruire les hôpitaux, voler. Nous, on a des dossiers, bon, on était là, c'est normal. Mais je te dis, c'est-à-dire ça, premier point. Par rapport aux communes, les communes qui devaient servir le service public et tout ça, aussi les détournements des élus, parce que ce ne sont pas des élus, ils ont été désignés par quota. Donc, ça, tout cet argent, je pense que le peuple a compris maintenant. Quand il y avait beaucoup de licenciés suspendus parce qu'ils ont dénoncé la corruption à la santé et au service public, dans d'autres secteurs, c'est maintenant que le peuple a compris, et le monde, je pense, qu'a compris qu'un État sans un service public indépendant, transparent, il ne peut pas survivre. Et voilà. Alors, Rachid Malawi, d'abord, je sais que tous les syndicalistes parlent avec leurs mains, ils sont très... Donc, عدلنا l'écran تاعك يرحم والديك هذه الأولى. ثانية رشيد. Je le fais plus dans notre micro. Ok, merci. Alors, Rachid, certaines voix parlent déjà maintenant dans les réseaux sociaux, parce que c'est ça, les gens qui nous représentent aujourd'hui, qui représentent le Hirak, sont dans les réseaux sociaux pour la plupart, ou comme vous, dans les syndicats libres, vraiment libres, dans certains partis politiques qui sont vraiment, vraiment engagés. Mais sinon, certaines voix parlent donc dans les réseaux sociaux de Hirak 2, qui est en train de se fortifier au sein même du confinement. Ça veut dire qu'ils appellent à la prise de conscience, préparer l'après-confinement et déployer un journalisme citoyen pour informer les Algériens de ce qui se passe réellement, essayer de se prendre langue les uns avec les autres pour voir ce qu'il faut faire, comme en Kabylie, créer des comités de vigilance au niveau des quartiers, au niveau des villages. À votre avis, comment faire pour essayer de faire que ce Hirak 2 qui est en gestation puisse, sans sortir de chez soi, aller vers les mêmes objectifs? Je pense on est en train, et ils ont en train beaucoup de mouvements qui sont en train de préparer ça et de parler entre eux comment. Mais moi, je vais aller plus loin. Ça veut dire, sans organiser, je pense que le peuple va sortir bon dans le confinement. Parce que vous ne voyez pas comment les gens qui sont confinés, qui sont obligés d'être confinés, et la misère de vie, ils manquent de manger, manquent de l'argent, c'est-à-dire ils ont peur de mourir de faim, voir leurs enfants de faim, et en même temps le confinement. Je pense que si ça continue, même si le confinement continue, je pense que le peuple va sortir même avant que le confinement se termine. Ça, c'est le danger et ça, il va se faire. Et vous avez vu, bon, je pense, vous avez vu, vous êtes des journalistes, vous avez vu le mouvement quand ils l'ont lancé pour les millions, que les gens qui se précipitent vers les communes pour donner les dossiers ou pour s'inscrire et pour tout ça. Donc voilà, même l'État, les faux, par exemple, les faux communaux, les faux élus, essaient de faire maintenant, comme la Kabylie, d'essayer que le chef de quartier, le comité de quartier, c'est lui qui, soi-disant, récupère les dossiers des pauvres pour le ramener aux communes. Il essaie de copier que de la Kabylie. Bon, la Kabylie a une tradition qu'il n'a pas abandonnée, et des fois la tradition culturelle, elle est très importante qu'on la garde, et voilà. Et non. Mais d'autres wilayas qu'on parle, surtout à l'ouest du pays et à l'est, trop loin, qui ont cru beaucoup à l'État, qui ont été toujours l'État, et se trouvent dans une condition très, très catastrophique vu cette confinement sur cette situation. Donc moi, je pense que le peuple, il a compris, en même temps, il va possible exposer avant la fin du confinement. Maintenant, l'organisation, ce qu'on peut, il faut que les activistes gardent et essayent de garder le calme
jusqu'à la fin de confinement parce que le pouvoir il est en train de les chasser pendant le confinement. Il est en train de toucher tout le monde par toutes les wilayas, les activistes pour les mettre en prison. Pour après le confinement, il n'y aura pas de leaders ou qui font bouger. Donc c'est ça le plus dangereux. Et merci. Deuxième point, il faut trouver, très important, il faut trouver comment faire la contre-pression, augmenter la pression pour que le pouvoir arrête d'arrêter les gens et les activistes en Algérie. Merci Rachid Malawi, au plaisir de vous retrouver. Avec nous donc le dernier intervenant, Nordine Aoussat. Merci Nordine Aoussat d'être avec nous. Merci Si Jamaldine pour l'invitation. Merci. Alors nous allons reprendre... Bien oui, pardon? Vous m'entendez bien? Oui, oui, très très bien. Très bien. On vous entend bien, on vous voit bien, c'est bien réglé. Mouchkima Rachid. Rachid syndicaliste, à la balk. Alors, Nordine Aoussat, je vais commencer par ce que vient de suggérer Rachid Malawi quand il parle de sortir. Le Hirak qui risque de sortir encore une fois, malgré la pandémie, de s'exposer donc à un véritable danger de mort. Mais il y a une chose qui m'a interpellé personnellement. Je ne voudrais pas paraître théorie du complot, conspirationniste, mais il y a des choses qui m'ont interpellé. Par exemple, ces services de sécurité qui réprimaient les manifestations pacifiques qui n'aspiraient qu'à libérer le pays d'une mafia qui était réprimée sauvagement, dont on empêchait les réunions, les manifestations, alors que depuis le corona, vous avez vu les attroupements à Smith pour la semoule, avec des policiers qui regardaient faire, alors que c'est le meilleur moyen de propager le virus. Mais il n'y a pas que ça. Il y a par exemple la retraite. Il y a un communiqué qui vient de tomber qui annonce aux retraités qu'ils vont être payés 2 jours avant. Zama, je dis que la grande faveur qu'ils leur ont faite. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une ruée impossible dans les bureaux de poste. C'est pas possible. Il y a aussi le couvin du Ramadan. Ils ont annoncé qu'ils vont augmenter le couvin du Ramadan de 4000 dinars. Et là, c'est la cohue. C'est la cohue encadrée par des policiers qui regardent. Alors, vous n'avez pas une idée de cette histoire? C'est pas louche? Ben, il y a aussi, je rajouterai ce qui s'est passé il y a 2 jours à l'aéroport Houaï Boumediene. Absolument, pour le rapatriement des Franco-Algériens et des Algériens qui travaillent en France. Tout à fait, c'était ahurissant, c'était franchement, je dirais, c'est de la folie. Comment l'État, mais encore une fois, si Jamaldine, c'est cet État irresponsable qui toujours à la manœuvre et il n'est pas capable de mesurer la gravité, la dangerosité de ces attroupements. À moins qu'il ne la mesure et qu'il ne provoque lui-même ces attroupements. Ça m'étonnerait quand même. Là, on sait qu'il est cynique, on sait qu'ils sont irresponsables, mais de là à, je dirais, laisser faire des attroupements pour encore pousser la contamination à augmenter d'un cran, non. Mais il est certain que c'est un comportement irresponsable de la part du pouvoir de laisser faire, que ce soit dans un cas ou d'un autre, parce que d'une manière ou d'une autre, le pouvoir est capable de faire entendre la raison. D'autant plus qu'il n'est pas difficile de dire aux gens, attention, vous n'allez pas risquer votre vie pour un sac de semoule, vous n'allez pas risquer votre vie pour être payé pour votre retraite 2 jours avant. Mais si vous attrapez ce virus, c'est grave, vous risquez de passer, c'est votre vie qui est en jeu. Il est capable de faire entendre ça, mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas, encore une fois, c'est une conséquence de cette irresponsabilité, de cet anachronisme entre le moment où le pouvoir doit sévir, je dirais, de façon juste, de façon proportionnée, mais de façon ferme par rapport à une situation dangereuse. Mais au sujet de ce qui est en train de se passer, vraiment, une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Personne ne sait vraiment. Il y a le journal Al-Watan
dont la journaliste vedette, j'allais dire, qui est très au courant de ce qui se passe au sein du Sérail, a prononcé la phrase guerre des clans. Elle a parlé de guerre des clans. Mais il y a aussi la presse alternative qui donne des théories et d'autres qui nous livrent des informations parfois contradictoires, mais qui tous convergent vers l'hypothèse d'une véritable guerre des clans qui pourrait même dégénérer, puisque certains parlent même de coups de feu échangés. Quelle est votre vision des choses sur ce plan? Moi, je dirais, il y a un dicton arabe, c'est Jamal Din, qui dit que Adat Halima li'adatiha al-qadima. Adat Halima li'adatiha al-qadima, qui est l'équivalent dans français, chasser le naturel, il revient au galop. Oui. Chasser le naturel, malheureusement, on le dit avec beaucoup de désolation et de consternation, le naturel du pouvoir algérien qui ne l'a jamais quitté, c'est qu'il n'y a jamais un pouvoir légitime qui se fait respecter par la légitimité de la loi. Il y a eu toujours une guerre des clans, c'est le clan qui commande, celui qui a le dessus sur les autres et les autres se taisent ou bien adoptent un profil bas en attendant leur heure. Et c'était toujours comme ça, les années 70, on connaît les clans, les années 80, sous Chedley, on connaît les clans, et par la suite aussi, sous Bouteflika, comme il était au-dessus de la mêlée, et qu'il tenait plus ou moins le pouvoir, il les a fait taire, hein, ces clans-là. Il a su les gérer, il leur donnait chaque clan des miettes et faire régner un certain calme. Des miettes, il ne leur donnait pas que des miettes. Hein. Oui, des milliards de dollars, ce n'est pas des miettes. Absolument, c'est-à-dire je parle pas des têtes des clans, mais chacun y trouvait en quelque sorte sa petite part du gâteau. Mais le fait qu'il les a fait taire. Il s'exprimait pas par des clashs, il s'exprimait pas à travers la presse, mais réglait leurs problèmes et leurs différends dans les coulisses. Là, et c'était je dirais, latent. C'était latent. Je me souviens être intervenu le 26 mars avec Nassau et j'avais parlé à l'époque de la décantation. Et c'est cette décantation qui continue à faire ses effets, mais bien entendu, qui est derrière cette décantation? C'est le Hirak du 22 février. Donc c'est ce pouvoir-là, et ça va encore continuer, hein. Ça va encore continuer parce que le pouvoir, déjà aujourd'hui, il ne trouve pas, il y a pas d'arbitre, déjà, et de deux, la manne et le gâteau s'est rétréci, et troisièmement, cette semblant de confiance ou bien ce modus vivendi qui régnait entre eux, le Hirak par ceux qui ont été mis en prison et par les changements qu'il y a eu, les changements attendus et non attendus. Donc aujourd'hui, on assiste à cette débandade. Encore une fois, donc même si on n'est pas au courant, on n'est pas, je dirais, en mesure de démêler tous les tenants et aboutissants, mais on sait d'une manière générale que il y a des forces, et les forces qui se battent au sein de l'armée, c'est pour celle qui va avoir le dessus, pour avoir le dessus, encore une fois, sur la présidence. Le but final, c'est d'avoir la main dessus sur le présidentiel. Oui, alors, deux questions. La première que j'ai posée à Morad Dena. Tebboune, dans tout ça, la plupart des gens savent qu'il ne pèse rien, qu'il ne décide de rien. Même si on l'invoque à tout bout de champ, on lui fait porter le chapeau de toute cette purge. Mais à votre avis, il pèse pour quelque chose dans ce charivari? Non, malheureusement, non, il pèse pas grand-chose. Et on l'avait dit ça aussi avant les présidentielles. On a dit que ce serait le pire des présidentielles. Pourquoi? Parce que le président élu, on sait qu'il ne sera pas élu, mais désigné, et les élections ne seront que factices, que juste un semblant d'élection. Et cela faisant, il n'aura aucune légitimité.
Et c'est ce qui s'est produit. Il sait qu'il n'a pas été élu par quelques millions de voix ou je ne sais quoi. Il sait qu'il n'est à la tête de la présidence que grâce à ceux qui l'ont mis là. Et bien entendu, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il peut dire? Et quand il voudra dire son avis, on lui dira tais-toi, tu n'es pas président par la légitimité populaire, par la légitimité des urnes, mais tu es là parce qu'on t'a placé là où tu es là. Tout simplement. Et malheureusement, il est perdant pour lui-même, il est perdant pour le peuple, il est perdant pour l'Algérie. Alors, du temps de Ahmed Gaïd Saleh, quand la purge avait commencé, elle avait commencé après que Saïd Bouteflika, Toufiq, avait entamé des tractations avec d'autres pour essayer de le neutraliser, de le chasser de son poste de chef d'état-major et pouvoir imposer un 5e mandat. Il ne s'est pas laissé faire, il les a mis en prison, a accusé de complot contre l'autorité de l'État. Là, on comprenait un peu ces purges qui étaient des règlements de compte entre clans opposés. Mais là, aujourd'hui, quel est, d'après vous, le motif principal de cette... puisque le président est élu, qu'ils aient été d'accord avec lui ou non, le clan le plus fort, celui de Gaïd Saleh, avait réussi à imposer Tebboune au détriment de Mehoubi. Les deux ont eu des chiffres très gonflés et on nous dit même que il est entre guillemets Mehoubi plus fort que Tebboune, mais qu'ils ont réglé le problème. Mais maintenant, qu'est-ce qui les pousse à s'entre-dévorer de cette façon qui devient totalement hallucinante? C'est du jamais vu. On n'a jamais vu autant de généraux en fuite, en prison, mis à la retraite, chassés, interrogés, interpellés. À votre avis, qu'est-ce qui motive tout ça? Écoutez, moi, pour être honnête, je n'ai aucune idée. C'est-à-dire, je n'ai aucune idée vraiment des véritables enjeux entre eux. Je ne suis pas, pour la simple raison que ce sont des nouvelles têtes, je dirais, ce sont de nouvelles personnes qui ont émergé à la suite, je dirais, du départ de Bouteflika, qu'on a vu davantage, je ne sais pas. Honnêtement, je ne me hasarderai pas à poser des hypothèses. Toujours est-il qu'on leur a dit, on ne le dira pas assez, que tout cela, il n'y a qu'une seule solution, qu'un seul moyen d'en mettre fin pour le bien de l'Algérie, pour sa stabilité et pour son avenir, c'est que ces militaires composent une digue, composent une cloison, je dirais, hermétique entre le politique et le militaire. Entre eux, pour leur promotion, pour leur fonction, pour leur mission, etc., ils se débrouillent entre eux, l'état-major qui affecte selon ces critères. Mais que tout ce bon monde-là, quel qu'il soit, quels que soient leurs différends, quels que soient leurs enjeux, quels que soient, je dirais, les raisons qui les amènent aujourd'hui à se chamailler, à s'entretuer, à se combattre les uns les autres, que ça reste entre eux et que ça n'entache pas le politique et ça n'entache pas la société. Et donc, encore une fois, séparation du politique et du militaire, c'est la solution. Et ce que vous dites est très juste, puisqu'ils sont très hermétiques. Mais le problème, c'est qu'ils ne nous disent rien, puis ils nous accusent de spéculer. Ils nous disent de dire des choses sans preuve, alors qu'ils font tout pour que nous ne sachions rien. Oui, c'est ça le problème de l'Algérie de toutes les manières. C'est-à-dire, on le sait, tu le sais bien, Sidi Al-Din, ceux qui savent ne disent rien. Oui. Hein, ceux qui savent vraiment ne disent rien. C'est la loi, c'est l'omerta. Alors, une dernière question au sujet de Ramadan, vous-même qui conduisez la prière, qui êtes versé dans les sciences de la religion. Ramadan arrive, donc dans une situation vraiment catastrophique, avec un confinement. Les plus démunis seront encore plus démunis cette fois-ci. Un régime qui promet un coup fin de Ramadan de 10 000 dinars qui a provoqué une affluence incroyable en ces temps
de pandémie autour des locaux qui servent donc à recenser des gens. Qu'est-ce que vous pourriez dire à tout le monde au sujet de Ramadan qui arrive? Donc le Ramadan, Inch'Allah, Ramadan, ce sera dans une semaine, probablement vendredi prochain, Inch'Allah. Je dirais que c'est Ramadan pour tout le monde musulman. Il arrive, c'est vrai, dans une situation inédite, exceptionnelle, ce confinement. J'ai remarqué que les associations caritatives commencent à bouger ici et là. Je sais depuis toujours les sections des scouts dans les quartiers sont actives, les sections du Croissant Rouge sont actives, tout ce tissu associatif qui existe déjà, qui œuvre déjà, l'État devrait s'appuyer sur ces gens-là, même s'il n'a pas de relais, même s'il n'a pas de clientèle au sein de ces associations, mais ces associations, elles sont présentes sur le terrain, dans les quartiers, et elles sont capables de faire le relais de la distribution de ces couffins pour qu'il n'y ait ni de cohue, ni de débandade, ni de confusion aucune, et que ceux qui méritent reçoivent ces couffins. Sinon, je ne peux que, encore une fois, pousser, exhorter, supplier, je dirais, mes concitoyens à être très attentifs pendant ce mois à leurs frères qui sont dans le besoin. L'entraide, la solidarité pendant ce mois de Ramadan, elle est encore plus, je dirais, de vigueur que pendant les autres mois et les autres situations. Et je suis certain que si le pouvoir fait un tant soit peu de ce qu'il doit faire, déjà lâcher cet argent par les circuits, je dirais, ouverts pour les associations, et dans ces aides-là, ces aides, elles seront distribuées dans le calme. Mais il faut rassurer les gens. Au départ, il faut parler. Au lieu de me faire passer, je ne sais pas, des choses inutiles à travers les télévisions, des publicités qui parlent toujours et encore, et à chaque fois du café, faites passer des spots rassurants, parler aux gens un langage, ramener des personnes qui sont crédibles, leur parler et les rassurer que, Inch'Allah, pendant ce mois, les Algériens, les Algériennes n'oublieront pas les uns les autres et que les uns et les autres seront attentifs. Merci Nordin Oussat, merci Mourad Dena, merci Rachid Mahlaoui, merci Asma Meshakra, merci à vous d'avoir suivi cette émission, mes chers amis. Avant de conclure, je voudrais seulement rappeler, comme à chaque fois, que notre chaîne a toujours appelé à Khawa Khawa, Selmiya Selmiya, que maintenant il y a d'autres, j'allais dire, recommandations dont il faut absolument que nous tenions tous compte. C'est la solidarité agissante très active, notamment celle de la diaspora dans le monde entier, de la communauté des Algériens à l'étranger, comme m'a recommandé de le dire mon ami Dirun Noren, d'aider les gens parmi nous qui sont très pauvres. Rappelons-nous une chose, contrairement à la propagande du régime, 10 millions d'Algériens vivent en dessous du seuil de pauvreté, selon des critères universellement admis. 10 millions d'Algériens n'ont pas d'autre choix que de sortir pour essayer de ramener de quoi se nourrir. Le confinement est quasiment impossible pour ces gens, sauf si nous les aidons, si nous sommes à leur côté. Et rappelons-nous autre chose, ces rassemblements qui sont organisés par le régime, de façon délibérée ou non, on ne sait pas ce qui se passe. Pourquoi ils ne peuvent pas être aussi stupides pour organiser de tels attroupements de population qui sont le meilleur, le plus grand et le pire, en même temps, vecteur de propagation du virus. Donc, il ne faut pas aller à ces regroupements, ces attroupements. Et j'espère que les services publics, les soldats de l'ombre qui sont du côté de leur peuple, prendront les précautions nécessaires pour faire parvenir les aides aux gens à leur domicile, sans que ceux-ci n'aient besoin de se déplacer. Et il faut absolument ne plus s'attrouper. J'aimerais aussi parler de ces drôles d'initiatives, ces très curieuses initiatives qui m'ont été signalées par une amie, près de la Grande Poste et ailleurs aussi. Ils ont aménagé des sortes de petites cabines où les gens se désinfectent les mains. Ils se lavent les mains, se savonnent, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe.
Là aussi, il y a des attroupements. Il y a des flaques d'eau dont on ne sait pas ce qu'il y a dedans, tout autour. On ne comprend pas ce qui se passe et pourquoi ils installent de telles cabines qui n'ont aucun sens, à mon avis. Il vaudrait mieux distribuer des gels pour se nettoyer les mains que d'installer des cabines téléphoniques où ça troupe les gens. Prenez soin de vous, de votre famille. Sachez que quand vous sortez, que vous vous approchez d'autres gens, vous risquez d'être contaminé ou alors de contaminer vous-même les autres, y compris votre propre famille. ربي يعطيكم الخير وربي يعطيكم الهنا وربي يلاقينا في ساعة الخير.